Donc contrairement à ce qui était présenté précédemment, là on va faire un bond dans le temps, parce qu'on parle des années 2000-2010, donc c'est un peu plus loin. Sur l'expérience qu'on a eue tous les deux pour revaloriser notre patrimoine de GS sur les machines actuelles, on parlait d'émulation, d'émulateur. Donc les présentations ont été faites sur PowerPoint à l'origine. Donc ce n'est pas PowerPoint qui tourne derrière, c'est pas la même version, donc les titres et les empages sont un peu bizarres. Oui. Je ne sais pas comment on a fait ça en présence de Nicolas, donc on va appeler s'il veut, hors caméra, c'est pas gênant. Donc vraiment les titres étaient bien éblouis et tout, c'était sympa. Je pense que la plupart d'entre vous ont reconnu cet odieux plagiat de l'image qui tourne en haut. Ça ne fait pas partie du quiz d'Antoine de la fin de semaine, mais ça pourrait, hein, on verra. Donc c'était à l'origine, c'était pris sur l'animation faite sur la CNSLEGO par Apple. Là, c'est simplement un petit gif animé que j'ai modifié par la suite. Voilà, et je remercie aussi Nicolas, un autre Nicolas derrière qui sera la régie, qui fera pour moi. Voilà. Donc Nicolas, fils d'eux, hein, donc ceux qui ne le sauraient pas, donc exactement. Allez, première diapo, je vous prie, moi, cher. Donc c'est présentation familiale. Oui, j'étais là, en même temps. Mais je suis pas payé alors du coup. Bon, on va parler un peu d'émulation, mais la question vous a été posée plusieurs fois. Qu'est-ce que l'émulation exactement, à quoi ça sert, quelle est la différence avec la virtualisation ou pas, etc. Donc j'ai mis quelques principes fondamentaux avec un petit copie de Wikipédia, c'est plus simple. Mais l'idée, effectivement, c'est de permettre de faire tourner des choses qui ne fonctionnaient pas sur un environnement autre qui n'est pas prévu à l'origine. Et évidemment, ça va demander aussi de créer des outils requis pour faire tout cela, parce que instinctivement, si vous prenez une petite disquette, on ne fera pas sur l'iPad, hein, on verra après l'iPad. Il y aura des démos temps réel aussi, ça fonctionnera très bien, on a fait des tests juste avant. Dans le cas présent, sur la PDGS, il existait plusieurs émulateurs, plusieurs alternatives. On parlera plutôt de celles qui nous intéressent plus nous par la suite. Et les quelques initiatives qui existaient à l'origine, c'était basé sur des émulateurs Apple II du coup. Donc il y avait, j'ai sauté les noms, il y avait Chipsaver, Basilic, Virtual 2, OSX2. Donc ils fonctionnaient pas mal, mais qui ne permettaient pas de tirer parti complètement sur les environnements actuels des capacités de la PDGS, donc c'était un peu limitant et gênant. Diapo suivante, mon cher Nicolas. Donc ça c'est une chronologie des différents émulateurs, pour ceux qui connaîtraient ou qui ne connaîtraient pas. Et il y a deux vagues, il y a eu avant l'an 2000 et après l'an 2000. Donc avant l'an 2000, le premier tout honneur revient à Apple. Il est sorti Gus. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'avait vu ou utilisé. Ouais, Dev l'avait montré. Ah, il y avait deux dans Dev. C'est l'avait montré en développement. Alors, il y a une version officielle qui est sortie, qui a été réservée aux universités américaines, qui permettait justement sur macOS, donc avant macOS 10, hein, de faire tourner les applications GSOS directement par l'émulateur. Donc c'était pas mal, 93. Après, il y a les petits Suisses de FE System, Bernd Kuzelsu, donc les noms, vous allez les connaître, vous connaissez leur pseudo certainement, pour certains d'entre vous, qui est sorti Bernie. Bernie, il fonctionne extrêmement bien, il était très rapide, très puissant. Il y a eu un seul problème, c'est qu'il fonctionnait que sur les systèmes macOS, il était écrit en assembleur sans fil. Et donc, il n'a pas passé le cap de Carbone, pour ceux qui connaissent un petit peu la transformation, et encore moins les Macintosh, c'était oublié. Donc j'avais rencontré André à l'époque, on avait discuté sur plusieurs applications possibles, d'évolution, mais Carbone a tué Bernie. On s'est arrêté là, mais le code n'est pas perdu, il est revenu quelques années plus tard. XGS avait sorti, donc là c'était une version Unix, mais vraiment du Unix, une ligne de code qui ne fonctionnait pas trop mal, mais il fallait aider le code. Michael avait porté sur macOS, et moi j'ai été intervenu avec Michael à ce moment-là pour faire la version française, parce que tous ces ports à l'époque ne connaissaient que le clavier QWERTY, c'était un petit peu gênant pour nous autres, surtout pour démarrer les disquettes, donc c'était pas terrible. Donc j'avais travaillé là-dessus, et puis pareil, il n'a pas eu d'évolution terrible. Est apparu en 97, contrairement à ce que certaines autres personnes ont écrit ailleurs, Kex, donc Weekend. À l'origine uniquement en Unix sous Unix, pour les deux commandes. Kex, on va en parler tout le long de la présentation parce que c'est la référence en termes d'utilisation. C'est vraiment ce qui fait mieux et ça a connu beaucoup d'évolutions. Kex 32 est par un petit japonais, petit, je vais montrer, il est vraiment petit, c'est vraiment pas caché. Shi Shangsong, qui lui avait fait la première version sur. C'est pas japonais, c'est coréen. C'est plutôt coréen. J'avais rencontré au Japon à l'époque. C'est pas grave, c'est pas enregistré en plus, donc c'est pas gênant, donc aucun problème. Qui lui s'était attelé au premier portage en dehors d'Unix, c'était pas des Windows.
Il a fait un bon boulot d'ailleurs, bon, l'interface était un peu limitée, mais bon, ça fonctionnait sur Windows. Voilà. Windows 3, je suis désolé, parce que c'est venu par la suite. Non, c'est 95. 95. Non, mais les 95 ne fonctionnaient pas sur 95. Donc, en 97, ils n'avaient pas fait. C'est du Win 32, hein, ce qu'il avait fait. Ouais, donc ça ne marchait. Pour moi, c'est 95. Ouais, donc c'est 95. Après, il y a la version DOS de G-Shop. Donc lui, c'est un petit Suisse encore. Les autres familles, ça passe. C'est pas trop en nom de famille. Hein. Tu dis quoi? Ching Chong. J'ai parlé un peu vite. Le micro sur le menton, c'est pas une bonne idée. Ça pénalise beaucoup. C'est le frère du précédent. C'est le frère du précédent, mais côté helvétique. Donc voilà, ça c'est pas grave, donc encore une fois. Donc lui avait focalisé sur les adaptations vraiment sur DOS et OS2. C'est un fan de OS2, ne me demandez pas pourquoi. Oui, On va pas se moquer ici, hein, des trucs. Non, parce que surtout quand on parle d'émulateur un peu de GS, donc je ne parlerai pas. Donc, il continue encore, il travaille beaucoup avec le site qui est un peu particulier, un peu arrêté, qui s'appelle Cuck. Il travaille beaucoup avec les journalistes chez eux. Pour ceux qui l'ignoraient, Gilles n'est pas de la c'est qu'il est complètement sous. Donc pour lui parler, c'était bien au téléphone, mais c'est un peu compliqué parfois. Donc, et après, Sweet 16, donc Derek, c'est son pseudo, lui. C'est Sheppy Software. C'est la suite de Bernie, en fait. C'est marqué en bas à droite, donc il a. Vous l'avez pas vu? Je vois, on a bossé un peu les diapos quand même. Donc en fait, il a récupéré le code de Bernie. Pardon? Vous ne pouvez pas voir, je bloque la vidéo. D'accord, en fait, c'est pas marqué assez gros, je suis désolé. Encore une fois, c'était écrit sur PowerPoint à l'origine, donc c'est pour ça. Donc lui avait récupéré le code de Bernie sur Antivirus et il avait traduit sur BIOS, pour ceux qui forcément ont connu, en adaptant le code. C'était impressionnant. Il bossait chez BIOS. Hein. Ah, c'est ça. Et il a bossé chez BIOS. Il bossait chez BIOS, hein, Eric. Et maintenant, il bosse chez. Pierre? Chez Mozilla. Avec Pierre, exactement. Et il bosse chez Mozilla actuellement. Il fait les docs. C'est le seul. Diapo suivant, très cher. Donc on passe après l'an 2000, il y a eu un changement. Donc, on revient chez nous autres, le KX reste toujours la référence. Ah, mais les diapos sont disponibles après si vous voulez. Non, je ne sais pas. Livre de droit, il n'y a aucun problème. Pour les travaux pratiques. C'est ça. C'est ça, très bien. Donc Frédéric, il travaille samedi soir. Il travaille à l'INRA. Et il a repris le code du KEX et lui, il a ajouté les librairies SDL. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les librairies SDL. Oui. Alors, c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, au moins ceux qui connaissent. Et c'était le premier portage qui a été fait vraiment en dehors du monde purement d'un OS dédié, qui était très intéressant. D'autant plus intéressant, c'est qu'en 2002, je m'en suis occupé pour faire la version macOS, le portage. Voilà, donc j'ai récupéré les travaux de Frédéric. Alors les deux autres qui sont venus, il y a Darrell et Gilles. Darrell, en fait, était monsieur SDL sur Mac. C'est lui qui a porté les librairies SDL sur macOS. En fait, on avait fait un échange de bons procédés, c'est que son code avait quelques problèmes. Donc je corrigeais son code SDL et il corrigeait le mien sur l'émulateur, c'est très bien. Et Gilles, il est venu nous rejoindre aussi parce que XCGS s'était arrêté simplement. Donc il était venu avec nous et il a fait toute la partie du site web. J'ai été tranquille pendant un petit moment. Je suis en 2003, un certain Olivier Gogel est arrivé. Gogel, prononce. Gogel. On dit comment Gogel? Gogel. Décidément, tout ça c'est très bon. Donc un certain Olivier est venu. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il vient non plus, etc. Il est très agaçant parce qu'il a repris partie du code. Il a écrit pas mal de numérotiers. Mieux. Donc c'était une grande leçon de modestie, c'était très bien. Moi j'avais commencé la version vraiment alpha, mais vraiment alpha de toute base de iOS. Il avait repris le code, mais il dit c'est bien, mais c'est nul. Et il a fait une version iOS qui fonctionne, qui est quand même mieux. Donc il n'a pas changé, pour ceux qui connaissaient avant, je vous rassure. Voilà. Moi j'ai fallu 2 mois pour le porter, lui il a fallu environ 2 échanges de messages électroniques, c'était pas mal. C'est important, c'est qu'entre 2002 et 2004, la version KEX OS 10 a eu l'avantage et la primauté d'être reconnu comme le meilleur émulateur, ce qui était très bien, un peu de geste, mais ça a beaucoup déplu à un certain KEX, qui est revenu à la charge, en disant il y a trop de versions différentes, ça ne fait pas, donc je reprends le code, et il a sorti le KEX 0.91,
qui tournait sur Linux, Windows et macOS, et qui a vraiment une version unifiée du code. Donc il avait pris le meilleur de ce qu'on avait fait différemment pour en faire une version harmonisée qui fonctionnait sur toutes les plateformes. Donc ça, c'était vraiment un beau travail. Avec Kent, c'est le frère du mot d'Olivier, hein, c'est pareil. Donc, même gabarit, même formule, même état d'esprit. Donc, vous lui posez une question, il vous répond, il crache le code en direct, hein, c'est pas un problème. Donc, et après, c'est le corrige. Et revenu à Frédéric, donc avec Successé. Donc il a porté sur macOS 10, c'était possible, en 2006. Donc c'était une autre adaptation. Il avait la version 1, la version 2 et la version 3. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il annonce la version 4. Mais voilà, il l'annonce. Je ne crois pas qu'il ait travaillé dessus, parce que maintenant il a d'autres IA, d'autres obligations. Et revenu en 2009, vous embêtez un certain Olivier, hein, avec ActiveJS, deuxième du nom. Particularité, cette version-là, elle est une extension pour navigateur, donc vous pouvez directement sur le navigateur internet faire tourner l'émulateur, ce qui est quand même pas mal. Moi, je ne l'ai pas essayé, hein, pour poser la question. 2011 est arrivé un autre personnage, un Allemand. Non, américain. Décidément, on veut aujourd'hui. C'est Schmitt, hein. Oui, mais il est en Allemagne une fois. On prononce quand même son nom, c'est jamais. Non, je ne vais pas le dire, je jamais. Parce que son adresse, c'est DE quand même pour l'instant. Vite, il y a un professeur, son adresse c'était quoi DE pendant un temps, quand je l'ai écrit. C'est pour tromper l'ennemi. Exactement. Son force, c'est allemand. Parce qu'il est en c'est son annexe. C'est son annexe, effectivement. Donc lui a sorti donc, un énième portage, une énième version, une énième branche, il l'a appelé GNSPort. Bon, qui est bien, hein, qui fonctionne. Il s'est appliqué sur les bibliothèques, donc SDL2 de nouvelle génération. Donc c'était un beau portage qui tourne sur tous les environnements aussi. Mais depuis, c'est un petit peu arrêté aussi, il n'a pas fait grand chose. Donc il y a d'autres portages qu'on verra après, mais j'en parlerai après parce que j'ai un problème avec ce portage-là. Diapo suivante, je vous prie très cher. William. Pardon. On est censé faire un binôme normalement. Tous les slides. Alors, je vais revenir sur les portages que tu as mis, sur les noms, on parlera des noms après, parce que pour la petite histoire, ça fait quoi 10 ans qu'on échange avec Benoît, et à chaque fois il me reprend sur le nom de l'émulateur, et à chaque fois il mail. C'est un peu comme Voldemort, l'émulateur qu'on ne veut pas nommer, l'émulateur qui tue, l'émulateur dont le nom doit changer. Donc je ne sais pas combien de formules a été trouvée. Et donc les premières versions de l'émulateur, elles étaient en Windows CE. Ah, Bien, voilà. ça me parle. Et donc ça marchait sur des Toshiba E800, E300, je ne sais pas si ça vous rappelle, les tout premiers, je ne sais pas si ça vous parle. Et donc ça, je me tourne vers Nicolas, parce que le problème c'est que ces versions-là sont devenues obsolètes au moment où Windows Mobile est arrivé, où Microsoft... J'étais pas un autre, tu sais. Non, Je peux pas prendre la version de tout. Ouais, je vois. Microsoft a dit, bah non, finalement, pas de natif sur Windows Mobile, que du C#, et donc tout votre code en C, en assembleur, tant pis pour vous. Note que le C# est un langage de Le C# est un très beau langage que j'apprécie. Et donc, par contre, c'était les premières versions Windows CE qui ont duré un certain temps et qui sont malheureusement morts malgré mes appels à l'aide auprès de Microsoft, qui est en train de changer, mais ça a pris 10 ans. Voilà pour la partie sur les versions. Je peux t'aider maintenant si tu veux. C'est un sponsor. Il faut pas hésiter à me prendre la parole, sinon je vais pas tout le temps. Moi, j'aime bien la régie derrière. C'est mon fils qui est la régie. Bon, le Kex. Donc Kex, c'est un jeu de mon pub, bon, c'est Kex, MultiJS. Pour ceux qui parlent anglais couramment, un Kex, c'est un tonneau aussi, donc Kex, ce sont des tonneaux. Pour ceux qui ont la version française, on appelle ça des tonneaux de nostalgie, donc c'est très clair. En chronologie, après, ça s'arrête en 2020 ça s'est arrêté quasiment en 2011. Je verrai après sur le diapo suivante, il y a une évolution qui est apparue il n'y a pas longtemps, et qui ne me plaît pas du tout, donc on verra ensuite pourquoi. Bon, le Kex, on en a parlé beaucoup. Il y a des démonstrations en temps réel après qui vont arriver, c'est un peu moins informatif comme ça. Mais grosso modo, pour faire simple, ça fait exactement ce que c'est un peu le GS, donc c'est le code parfaitement. Tous les modes graphiques, tous les accessions, indépendamment des plateformes, donc même si c'est un Mac récent, ça fonctionne. Les accès ports, les cartes, même les cartes accélératrices, on en parlera après. Ça accès au modem, au clavier au modem, et la plupart des logiciels, effectivement, tournent en haute résolution quand ça peut aller. Donc quelques chronologies aussi sur les apports des uns des autres. Donc mon petit camarade japonais, qui n'est pas japonais, mais qui est tout petit quand même. Encore une fois, c'est intéressant parce que c'était le premier à apporter le code C, qui était très, très pur, très bien écrit, sur les modalités de Windows. C'était pas un travail facile à l'origine. Frédéric, vraiment, a rajouté lui toutes les librairies, toutes les sections de librairies SDL, qui sont
avait permis aussi la configuration virtuelle, c'est une fonction intéressante, c'est-à-dire que vous pouviez paramétrer votre GS émulé et garder les mêmes configurations. Donc, vous pouvez monter la mémoire, la vitesse, l'affichage, tout à l'écran, et enregistrer les préférences. Donc, ça faisait vraiment une machine virtuelle émulée pour vous. Et en plus, lui, avec le SDL, a permis vraiment d'ouvrir ce multi-environnement. Depuis dépendant d'Unix, on pouvait porter sur toutes les plateformes disponibles, ce que j'ai fait par la suite. Donc moi, ce que j'ai fait principalement, j'ai repris le code, j'ai optimisé, j'ai rajouté des cartes accélératrices. C'est un peu une private check entre nous, alors après vous allez comprendre pourquoi. Donc j'avais poussé l'intégration à macOS au maximum des routines Apple à l'époque, donc c'était international, je parlais plusieurs langues. On avait des icônes, on cliquait dessus, ça s'ouvrait, ça fermait, toutes les icônes. Et j'avais poussé aussi l'intégration des EL, encore une fois en reprenant le code de Darrell, pour corriger tout ce qui ne savait plus grand chose et faire en sorte que ça tourne mieux et plus rapidement. Pour la petite histoire, on verra après, mais la vitesse c'est un problème parce que les machines actuelles tournent trop vite. Donc il faut rester à la même vitesse d'origine. Donc c'est un défi. Donc Olivier il complétera s'il veut, il lui a rajouté la partie ActiveX mais qui n'existe plus, donc c'est pas trop gênant. Hein. La version iOS, c'est tout un tas d'optimisation, donc il faut ajouter des choses plus facilement. Donc ouais, l'objectif c'était d'avoir vraiment une version qui marche pour des gens qui ne connaissent pas l'Apple II, l'Apple IIgs. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir rejouer aux anciennes applis de manière simple. Et donc mon approche c'était dans le navigateur, ActiveX dont ActiveJS. Si on regarde ça. Donc ActiveX ça a disparu, merci Microsoft. Ça a été remplacé par. Vraiment moi. Enfin, toi, je profite que tu remontes l'info. C'est très bien que c'est disparu ça. Ça a disparu. Ça a été remplacé par NPAPI qui a disparu à son tour. Alors, pour l'anecdote, je pense que l'émulateur était un des programmes qui se servait mieux de NPAPI, donc de l'appli qui permet d'intégrer des applications dans des navigateurs, à tel point qu'à un moment, Mozilla m'a contacté en me disant que vous seriez intéressé par rejoindre l'équipe navigateur de Firefox pour justement continuer à travailler sur cette interconnexion parce qu'il n'avait pas vu d'autres programmes qui étaient aussi bien intégrés. Donc c'était vraiment ça l'idée, vraiment de le rendre accessible. On verra par la suite qu'aujourd'hui c'est un mauvais choix parce que l'émulateur ne marche plus. Ça c'est la dernière partie. Il me semble que je t'avais fait un joystick aussi. J'ai un joystick mais qui n'est pas intégré. Mais toujours dans mon backlog, mais il y a trop de. Ça demande trop de travail. Parce que ça sortait vite fait, parce que c'était simplement des captures d'écran, mais qui en fait ne rendent pas très bien. Je suis désolé. C'est pas terrible de transférer quelqu'un d'autre. Bon, normalement c'était des copies d'écran pour donner un peu à quoi ça ressemblait, mais on verra par la suite. Avec la capture d'écran de la fenêtre à propos sur macOS, une démo que certains connaissent, une autre démo que certains connaissent aussi, qui avait été développée en partie sur l'émulateur d'ailleurs, pour les tests. Et après, c'était une autre démo qui avait été. C'est pas un démo, c'est un jeu. C'est Wolfenstein, c'est Wolfenstein. Voilà, je suis désolé, la qualité des images n'a pas suivi. J'aurais dû faire des réalisations avant. Diapo suivante. Tu fais une démo maintenant ou tu fais des anecdotes? Je vais commencer par ta carte accélératrice. Oui, alors les anecdotes. On m'a posé la question tout à l'heure pourquoi j'avais fait. Je fais commencer dans cette aventure. En fait, c'est tout bête à l'origine, c'est parce qu'en 2002, sauf que mes parents ont déménagé, que j'ai récupéré un 2GS en grenier, et je me suis dit c'est dommage de ne pas s'en servir. Et donc j'ai mis comme défi de porter un émulateur sur macOS, donc lequel j'ai récupéré les sources qui étaient disponibles à l'époque. Donc voilà, après c'est réécrit l'histoire que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a réécrit la version SDL avec Darrell, on avait mis en ligne avec Gilles, et puis l'émulateur a duré, c'est cette version-là de KXOX6, a duré 5 années, 2002-2007. Il y a eu 14 versions, parce qu'on l'a passé en 16, en 32 bits, en Universal, en PowerPC, en Intel, en différentes versions de macOS, de OpenGL en métal. On a commencé là-dessus, et on verra après une gamme pour laquelle ça va pas aller plus loin d'ailleurs, déjà là. Donc les petites histoires dans l'histoire qui est intéressant, c'est que en fait, dans l'émulateur, la plupart des touches de fonction, c'est la touche Alt et non pas la touche POM. En fait, c'était simplement que dans Xcode, c'était le même code à l'origine pour les deux touches. Et donc, involontairement, quand j'avais codé l'équivalence du clavier, je m'étais trompé. Mais c'est resté. Voilà. C'est pour ça que quand on est dans l'émulateur, c'est pas POM S, POM ce que vous voulez, c'est Alt S, Alt O, ce que vous voulez, parce que la touche est restée comme ça.
Les images FTA et les erreurs générées. Donc c'est là où on parlait d'une démo que peu d'entre vous ont vue, qui m'a posé beaucoup de problèmes. Parce que j'avais senti la première version du code qui était très faire de mémoire. Quand j'avais demandé à la personne qui se trouve juste à ma droite, hein, Olivier, de m'envoyer quelques images, parce que j'ai pas d'images, pour faire des tests. Donc on avait testé sur une première démo, qu'on verra après, une démo que vous avez certainement vue, avec des petits billes en couleur qui tournent sur l'écran, ça c'est sympa, ça écrit des lettres après. C'est bien, il y en a qui suivent. Et j'avais un problème, c'est qu'au bout d'un moment, la démo plantait. D'abord, je m'étais à ralentir, et après j'avais un gros message en disant erreur transvoir. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Mon code fonctionne, tout est correct, et ça ne fonctionne pas. Et donc j'avais demandé, j'ai pris le contact Olivier à ce moment-là, en disant c'est bizarre parce que ça ne fonctionne pas cette démo, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai vraiment un gros éclat de rire au téléphone, en disant t'es nul, c'est normal, on va dire, voilà. Tu as c'est normal, parce que tu ne respectes pas la vitesse. Et j'ai dit, comment je ne respecte pas la vitesse? Donc Olivier vous expliquez pourquoi je ne respectais pas la vitesse. Alors, en fait, il y a peu de gens qui le savent, il y a deux versions de Nucleus qui existent. Il y a une première version... c'est ça. Si tu savais, j'en sais. Voilà, donc ça c'est la version qui est sortie en... Olivier, août 89. Voilà, Voilà. les images parlaient de... Je sais plus. Ça c'est la version août 89, qui s'est diffusée très rapidement. Et on a été contacté peu de temps après, 2-3 semaines après, par Apple, en disant on prépare la keynote à San Francisco, votre démo marche pas sur les nouvelles cartes mères d'Apple. Et donc ils nous ont contactés via un magasin en Suisse. Donc, Apple Suisse nous a contactés, ils nous ont envoyé une carte mère, on l'a corrigée, et ce qui a permis en fait à Jean Université de faire la présentation à l'Apple Fest en 1989 à San Francisco. Donc Olivier a retrouvé le courrier de remerciement. Et donc ça c'est la version originale. Voilà. Donc ça c'est la version que personne n'a vue. La version que vous avez vue, alors vous dites voilà. Tu mets du son? Voilà, enfin le son. Voilà, le son de la. Qu'est-ce que t'avais? Ouais, je sais pas. Ah bah oui, quand même. Ceci pour mon passage, l'émulateur fonctionne quand même. C'est en temps réel là, sur l'iPad. Non, c'est pas d'enregistrement, c'est en temps réel. Mais c'est pas ça, Ah oui, non, elle est sympa. Il y a des messages supplémentaires. C'est une basse marcation. Il y a des messages chez nous, parce que j'ai. Et donc une de ça. Et donc la version que tout le monde a vue, c'est cette version-là, qui est la version Apple Fest, qui a été envoyée par Apple, et c'est celle-là qui s'est diffusée. Sauf que ça, tu l'as que c'est en anglais. Ça, tu l'as que c'est ton GS est configuré en anglais. Non. Sur le GS français, tu ne vois pas ça. Si. Ça, tu l'as, c'est la version de base. Ah bon. Ça, c'est Moi, j'ai la version d'avant. Alors, la version d'avant, c'est ce que je montais avec juste marqué ce que je voulais faire. Attends, là, moi, c'est la version que j'ai. C'est sur Photonix où il y a des messages qui s'affichent en français et en anglais. Ça me posait problème lors d'un procès à New York, ça c'est une autre histoire. Mais. Et tout dans tous les bons coups. Ouais. Et donc cette version-là, on ne l'a pas diffusée parce que nous, on Et ton adresse? Il y a mon adresse. Il n'y a plus de ton nom. Ouais, le gars, il y a mon adresse. Salaud. Des années après. Faut que ça sorte. Les accusations famille FTA, c'est après. C'est la version que tout le monde a vue. Il y a que mon nom. Et donc, la version originale que personne n'a vue, on s'est dit que c'est peut-être pas celle-là qu'on va envoyer à Apple. Parce que justement, il y avait un petit truc particulier au niveau de la transwar. Donc nous, on était à Dijon, on était dans le garage, on n'avait pas de matériel, on commençait à avoir des transwars, on disait tiens, il y a des mecs qui ont des transwars, on était un peu jaloux. Et donc dans cette version-là, si elle détecte la transwar, au bout d'un moment, la démo commence à ralentir, de plus en plus. Et affiche le message que a vu Benoît. 10 ans après, mais que personne n'a vu en fait. T'étais déjà gilet jaune, quoi.
Et donc non seulement ça ralentissait la démo, et en plus ça s'installait au niveau du boot du GS et ça ralentissait ton GS de plus en plus. Et on Le GS allait trop vite. s'est dit cette version-là on ne peut pas l'envoyer à Apple, donc ça a été enlevé de la version initiale. Et donc c'est le message. Du ransomware. Avant l'heure. Quelle adresse pour envoyer un chèque? Libérer le GS. Alors, si c'est la technique, nous pas. Oui, pardon, je ne suis pas net. Et donc, sur le site FTA, vous avez le message Transport Trailer qui a trouvé Benoît. Donc c'est vrai que quand il m'a appelé, j'ai bien rigolé. C'était 10 ans après, c'est plus les blagues prennent du temps à se déclencher, plus Imagine si Skynet tournait sur un AWS, ça serait pas mal. Enfin, ceci dit, Les Terminators. il ralentit les Terminators, ils sont ralentis, donc c'est pas plus mal. C'est tout Pourquoi l'image Ah, excellent. donc voilà ce que j'avais voulu à un moment, sans comprendre pourquoi. Donc j'étais profondément vexé, parce que j'étais très fier du portage de l'émulateur, si ça fonctionne, c'est bien, ça fait du bruit. Il y a l'affichage vidéo, et même les. Exactement. Il y a même les bordures, les effets de bordure fonctionnent, et puis ça ne marchait pas. Je n'avais pas compris pourquoi. Donc voilà, j'ai une explication par la suite. On peut revenir au diapo. Ça, on finit après, parce qu'on parle de chasse beaucoup quand même. Voilà, donc les FTA, on l'a déjà vu. Alors, c'est après-demain, Chris Marker. En 2004, j'avais été sollicité aussi par Beaubourg pour un premier travail de restauration. Parce que Chris Marker est un artiste, mais bon, je ne vais pas dévoiler l'histoire, il aura beaucoup mieux de moi que moi demain, qui a travaillé beaucoup sur GS. Et en 2004, Beaubourg m'avait contacté parce qu'il voulait faire une rétrospective de son travail. Et donc, ils avaient utilisé l'émulateur pour vérifier les disquettes, pour vérifier le travail qui avait été fait. Donc j'avais été invité au bout, c'était très sympa, une soirée, on avait mangé ensemble, travaillé ensemble. J'ai jamais su ce que c'est devenu. Je ne sais pas où c'est passé par la suite, je ne sais pas si l'exposition a eu lieu, mais je pense qu'Agnès en parlera beaucoup mieux pour les voir. Voilà, 2004, donc j'ai dit tout à l'heure, qui a été remis sur le devant de la scène parce qu'il n'était pas content que les versions alternatives étaient meilleures que la sienne. Donc il a tout harmonisé, il a fait un code qui est intéressant, mais finalement, il a enlevé quand même la plupart des spécificités qui étaient propres à chaque plateforme. Donc il a fait un code très pur, très propre, et tous les développements qu'on avait fait sur Mac, sur Windows ou sur Word, il les avait enlevés. Donc ça avait été un peu un début de recul de ma part. Parce que on avait une question, tout était open source, comment vous partagez le code, comment ça... Parce que votre code, on l'a jamais vu en fait, il était où du coup? Tout est open source, il n'y a pas de problème. C'est la diapo suivante, on va voir ça après. Tu vas dire que GitHub c'est Microsoft, ça foutu la merde, un truc comme ça, non? Non, ce que je veux dire, c'est que je ne me permettrai pas, Nicolas, ça sera général. En plus, ça sera obligé de parler maintenant. C'est plus à moi de parler. donc, Kex est open source, mais c'est licence GPL. Donc, pour ceux qui connaissent, la licence GPL, c'est comme un virus. C'est à partir du moment où vous avez du code en GPL, il faut ouvrir tout. Tout est ouvert. Donc ça ne posait pas de problème. Moi, je ne diffusais pas le code plus que ça, mais ça posait pas de problème. Ça a posé un petit problème au moment où on fait Karateka. Ah ouais, parce que... Et donc, il y avait du code GPL dedans. Et donc là, j'ai recontacté Kent, et donc j'ai une licence spéciale de Kex pour Karateka. Voilà. Donc c'est dû négocier, pas âprement, en tout cas, je voulais absolument avoir un accord. Et dans Karateka, il n'y a pas de ROM, donc il n'y a aucun truc d'Apple, il n'y a aucun copyright. En sachant que dans les ROM, il y a aussi un souci, c'est que j'avais contacté Apple pour essayer de voir s'ils pouvaient mettre la ROM en open source. Il y a l'Apple Soft. Et sauf que justement, De Microsoft. Dans la ROM, il y a un bout de Microsoft. Il y a un copyright Microsoft. Je suis content d'être vu ça. Et la boucle est bouclée. Mais on est venu spécialement pour toi, Nicolas, c'est bien. Mais c'est un piège. Le trou est fait là. Exactement, je sais pas s'il y a des diapos. Tu veux peut-être aller au tableau pour parler? Tu as des choses à dire? Je suis qu'il y avait pas. Ah, vous, tout de suite. Alors, je termine dans les anecdotes. En développant ActiveJS, par hasard, j'ai trouvé, et Benoît l'a confirmé, une faille de sécurité iOS. Voilà, c'est bon ça. C'est quoi qu'on attaque? Le patch mort, on l'a vu, et donc. Ça a été patché? Donc, je l'ai remonté à Apple. Et Ils ont dit encore lui? On trouve via. 20 ans après, il est revenu. Donc j'ai écrit à Apple, ils ont juste accusé réception, j'ai pas eu de nouvelles, et 3 mois après, ils me disent votre faille de sécurité a été corrigée, comment vous voulez que ça soit
quand vous voulez apparaître dans les crédits Apple de sécurité. Et donc sur iOS, Deux fois les deux. Putain, c'est énorme. sur iOS 9.2, j'ai fait un malin plaisir de mettre Free to Association. Ah, c'est bon, c'est énorme. Donc ça, c'est le site Apple officiel. Ça va rester à l'état éternel dans la partie. C'est énorme. Comme ça, on pourra vous expliquer en quoi concerne cette erreur, après, si vous voulez. Alors, on revient sur les diapos, c'est la dernière diapo sur mon temps, normalement. Après les démos, c'est les diapos si vous voulez. Bon, 2019. Comme je disais tout à l'heure, la plupart des développements originaux et des alternatives ont été arrêtés. Faute de moyens, faute de temps, faute de passion, faute d'envie, d'autres objectifs dans la vie. Pour répondre à la question de tout à l'heure, donc tous les codes sont disponibles maintenant sur GitHub. Mais à l'époque, ça a été le cas ou pas? À l'époque, ils étaient distribués sur demande. Ah d'accord, c'est pour ça que je les ai jamais vus publics en fait. Ben, il n'y avait pas de. On avait Les des codes chacun- ActiveX, on n'a jamais vu, etc. On n'avait jamais regardé son site, et sur le site, il y avait le code. Mais si on ne connaissait pas le site, on n'avait pas cherché le code. Donc, maintenant, c'est sur le code. Grâce au service Microsoft. Alors, grâce à cause. Non, parce que si je peux pas faire la pub. J'ai pas pris mon t-shirt, c'est désolé, Nicolas, je papier avec. Donc, alors, il y a une nouvelle branche du code qui a été harmonisée, donc GSPOR en 2011, avec M. Smith, donc il n'est pas allemand, mais qui est en californien, pas californien, américain, pardon. Voilà, GS Plus est arrivé en 2017 par un certain Darren Brock, qui est lui bien américain. Dagon, c'est un G, Dagon. C'est les manches. Heureusement que les arrondis étaient pour Olivier. C'est important. Donc, Dagon, Dagon a repris partie du code, l'a reprise, et il a, de mon point de vue, on n'est pas tous d'accord avec lui et moi, il a plutôt massacré le code qu'autre chose. Il a enlevé toute la partie historique parce qu'il distribuait tout ce qui était écrit au ça ne faisait rien. Bon, pourquoi pas, c'est un choix, on comprend. Il a rajouté la partie modernisée de SDL2, ce qui était très bien aussi. Mais du coup, il a fait un grand nombre de variations, d'ajouts, de modifications qui cassent quand même beaucoup le code original et qui en plus, contrairement à l'émulateur qui tourne, on fera des démonstrations un peu tout à l'heure, et ben, il y a beaucoup d'effets qui ne fonctionnent plus. Les effets bordure, par exemple, ne fonctionnent plus. Le plein écran fonctionne beaucoup moins bien. Le remappage du clavier, donc il n'a pas corrigé mon erreur sans savoir que c'était une erreur, tant pis pour lui. Et donc, ça fonctionne en américain, mais plus en français. Donc, il fait beaucoup de pubs, il en parle beaucoup, de la game, donc pas d'arrêt. Mais on est en profond désaccord sur l'évolution de la suite, donc on verra ce qu'il fera. Il y a d'autres environnements, c'est porté sur les petits. Ah, c'est Raspberry Pi. Ouais, sur ça, mais il y a un autre Benoît qui va en parler, je ne sais pas qui est Benoît. Donc, il en parlera. Benoît, c'est le monsieur là-bas à droite. Ça existe sur Raspberry aussi, donc. J'ai pas. Non, c'est numérique, ça existe aussi sur l'environnement Raspberry Pi. C'est pas grave, exactement. Donc en 2019, la situation, c'est qu'il n'y a plus vraiment de code harmonisé, il y a différentes branches, qui a un tort de mon point de vue, ça serait bien de garder un tronc commun en tous les cas. Et en tout cas, il n'y a plus de développement harmonisé à macOS, ça c'est sûr, donc c'est du code générique qui est adapté à macOS. D'autres points, c'était pour Olivier après. Après, l'évolution, ça serait aujourd'hui de l'écrire en JavaScript, qui est la mode, c'est ce que la plupart des. Là, c'est pour ça que je me suis un peu arrêté, mais ça serait le travail de transformer tout le C en JavaScript. J'avais fait des essais avec EM, Scriptem, pour ceux qui connaissent, mais c'était pas assez performant, mais bon, au final, c'est ce qu'il faudrait faire pour que ça marche partout et qu'on ait un code. Combien de lignes de code? ActiveJS, je sais pas. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. L'émulateur, ça doit faire peut-être 30 000 lignes de code, c'est pas. Non, c'est très raisonnable. Et je reconnais que quand j'ai vu la première version du code, je ne sais pas comment Kent l'a écrit en fait. Il avait accès à des infos que j'ai jamais vues. Il est écrit sur HP8, parce que lui, il bossait chez HP. Ouais, je pense qu'il y avait des infos au niveau des Après, le hard, je ne sais pas comment il a fait. Ouais. Mais c'est beaucoup de macros, c'est très compliqué en fait. Parce que la machine, elle est très lentement. Ce qui fait que sur des machines aujourd'hui qui sont très rapides, il faut le remettre à plat le code. Parce que c'est de l'implication de macros dans des macros dans les macros, ce qui fait que c'est difficile à débugger. Non, mais c'est plus dans sa connaissance du Sa connaissance du JS. Ouais, du JS. Ah, on s'en met ça dans ouais, ça.
Donc, Un cousin coréen qui... C'est toujours petit coréen, c'est moi qui se par là. Oui, Antoine. Alors, moi j'ai une question. L'année dernière et cette année, John Morris a sorti un périphérique qui s'appelle Apple Sauce qui permet de générer, de numériser les disquettes 3,5 et 5,25 dans un format très précis, dans un format derrière image disque évoluée qui s'appelle WOZ et qu'aucun émulateur Apple IIgs ne supporte. Donc ça veut dire qu'en lisant ça, que même qu'EGS ne le supportera pas et que c'est laissé à celui qui a envie de le faire. Alors, c'est pas qu'il ne supportera pas, c'est en l'état, il ne le supporte pas. Mais si quelqu'un veut s'y coller, il le supportera. C'est ça. Le format WOZ, dans le format WOZ, moi j'ai travaillé sur le point de LG, tout le monde, hein, donc ça fonctionne. Après, si les sources du point WOZ, enfin, techniquement c'est faisable. Après, il faudra trouver une personne qui s'y colle, et puis l'intégrer en connecteur. La question c'était vas-tu le faire? Mais la réponse est non. Alors moi, non. Alors c'est une question d'avoir été là aussi. Moi, j'ai mis tout ça de côté pour l'instant. Parce que d'abord, je suis pas content de ce que fait Darren. C'est sûr. Dagan, je vais y arriver. C'est pas grave. Je sais pas Darren, pourquoi. C'est peut-être plus à la c'est sympa. D'autre part, je suis un peu fâché avec Apple aussi parce que tous les ans, ils ont énormément changé. Et les OS, et les langages. Les langages changent, les accès changent. Quand on veut faire l'optimisation, c'est un peu compliqué. Je parle pas de Microsoft, hein, c'est pas la même. Je souriais parce que j'attendais que ça parle. Exactement. Mais en plus, le problème, c'est que comme c'est porté sur iOS, quand on fait des démonstrations sur iOS, ça fonctionne. C'était fait en temps réel, les démonstrations tout à l'heure, on va continuer. Mais pour travailler sur la version à jour de iOS, il faut la version à jour d'Xcode et qui demande la version à jour de macOS. Et un Mac récent. Et un Mac récent, exactement. Et comme j'ai pas le temps toutes les années de tout changer à chaque fois, je suis resté sur des configurations un peu anciennes, et donc du coup je ne peux plus compiler. Donc comme je ne veux pas compiler, je ne peux pas faire de test, et puis la boucle est bouclée. Et j'avoue qu'après la motivation, c'est un petit peu quand même, parce que être obligé de changer tout son environnement à chaque fois, c'est un peu compliqué. J'avais déjà beaucoup souffert quand on est passé du pseudo 32 au 32 pur, du PowerPC à Intel, de l'OpenGL, enfin de l'Open, si vous voulez, quelque chose, aux applications, aux librairies propres d'Apple, Metal et compagnie. C'est du temps après, hein, donc là c'était amusant, c'était rigolo, on a bien rigolé, c'est pareil, j'ai rencontré Olivier, j'ai fait au téléphone, c'est parfait, donc je l'ai pas eu depuis un petit moment. Mais voilà, après c'est de la passion, c'est intéressant. Moi je l'ai fait, ça fonctionne. Le portage sur iOS fonctionne aussi. Mais on a lancé le rôle, c'est Olivier qui code, c'est moi qui critique, c'est pratique comme ça, c'est plus facile. Voilà, mais après, là en octobre, on va sortir toutes les nouvelles de mise à jour, qui va rendre obsolète le nombre de bibliothèques. Et tout le problème de l'émulation, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est la précision qui compte. Toutes les machines qu'on a actuellement vont trop vite. Donc c'est la remarque d'Olivier. Oui, il a plein d'Olivier. Dis Olivier, c'est pas grave. Donc Olivier là, Nicolas, monsieur là. ça va. Nicolas, de toute façon. Chaque Olivier Nicolas, il y en a deux aussi, je suis surpris. Donc monsieur qui n'aime pas Darren, qui aime Darren. Le problème, c'est la précision. C'est que ça tournait à 2,8 MHz. Tous les émulateurs actuellement tournent beaucoup plus vite. C'est-à-dire, KX, actuellement, si on enlève la barrière d'émulation, il tourne à 120. Donc c'est très bien, c'est très amusant. Mais le problème, c'est la synchronisation. Donc, c'est pour ça que je t'ai fait avoir avec l'émulation, avec la démonstration, avec la démo qui m'a posé le problème. Vous n'en rendez pas forcément compte, mais c'est vrai que sur les effets, par exemple, de bordure, on perd l'émulateur actuellement, il faut le confesser, c'est pas un problème, tourne un tout petit peu trop vite. Donc, vous perdez un cycle d'affichage. C'est pas grand-chose, un cycle. Mais finalement, ça peut faire beaucoup quand ça se cumule. Donc, et quand on a des gens qui ont poussé un peu la machine dans ses limites avec des animations extrêmement complexes et synchronisées, et bien ça se voit. Par exemple, sur GS+, ne sait pas faire l'effet de bordure. Il se plante. Alors que dans la version qui tourne là, les effets de bordure, on les a corrigés. Et ça fonctionne, vous pouvez écrire. En bas, c'est écrit. C'est écrit pour la Joyeux Noël, c'est écrit Joyeux Noël. Mais je pense encore beaucoup, c'est un truc un petit peu. On peut faire des vidéos en temps réel, ça fonctionne en temps réel, vous pouvez le voir, c'est très bien. Ça veut dire qu'il faut faire un code spécifique pour chacune des machines, c'est ça? Alors, code spécifique, c'est en train de se dessiner. Ouais. Moi j'étais contre. Je préférais avoir un code générique, un cœur générique. Et après, on faisait les interfaces. Là, ça marche pas. Là, ça saute. Là, le scroll est pas. C'est l'iPad qui est trop rapide. Il n'est pas synchronisé. Oui, il y a une question, pardon.
Pas une question exactement, c'est peut-être une énorme bêtise ce que je vais dire, mais quid d'une version exclusivement par Linux, quitte à virtualiser ensuite le Linux. Pourquoi pas une version exclusivement par Linux, qui serait peut-être un peu plus stable en termes d'outils de développement, en termes de système, quitte à virtualiser Linux sur la plateforme sur laquelle on a envie d'utiliser. C'est tout à fait faisable. Hein. Le code original tel qu'il est téléchargeable, vous appuyez sur compiler, ça vous donne une application Linux. Hein, donc, justement, ça permettra en fait de se focaliser justement sur une seule plateforme, quitte à virtualiser ensuite cette plateforme. Alors, c'est une possibilité, mais tu vois, par rapport à macOS, on perdrait par exemple. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes, donc on va être d'heure, donc j'ai envie de parler un peu. On perdrait tout ce qui faisait l'aspect macOS, les icônes, les interfaces, la partie internationale, les différents claviers, l'intégration dans le. On pouvait directement déposer les images disques sur l'application pour les lancer, oui. etc. Donc chaque environnement a quand même des spécificités, même Windows a des choses intéressantes. Donc, on perd en ergonomie, on ne pas sur le 84% de temps de marché. Anecdotique, mais ça se pas. On ne parlera pas de Windows portable. Windows Series, exactement. Mais je pense que si on regarde le code, là, je peux parler par ActiveJS. Ça prend le micro par contre. La partie pure émulation, ça va représenter peut-être la moitié du code. Tout le reste, c'est l'environnement en fait. Et c'est ça qui compte. C'est l'ergonomie en fait. Ouais. Mais c'est ça qui compte au final. Ouais, mais c'est ça qui compte, c'est ce que les gens, c'est ce que les utilisateurs voient au final, et c'est ça qui manque tout le temps, c'est ça qui évolue. C'est là où les interfaces changent. On parle de nouveau format de disque, mais c'est pas l'émulation elle-même, elle ne bouge pas trop. Quoi. Et c'est ça qui, au bout d'un moment, va un peu fastidieux et on perd un peu de motivation. Là tu es d'accord qu'en fait, le pro c'est mal émulé. Enfin, il n'est pas parfait parce qu'en principe, il devrait, les lignes devraient scroller en même temps. Quoi. Ouais. Donc là, il y a un cycle, il y a un ou deux cycles qui ne sont pas très bons. Alors, après, le problème de ça, c'est joli, mais il y a que deux softs qui utilisent la bordure. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir un émulateur qui marche sur tous les OS et qui sacrifie un peu la bordure, ou alors avoir le soft qui va jusqu'à la bordure? Parce que GS+, l'objectif, c'est un code qui marche sur Linux, Mac et PC, avec la SDL2, et puis, alors évidemment, on peut perdre un peu la bordure, mais on a quand même le reste. Bernie n'a pas de bordure. Sweet 16 n'a même pas la bordure, il n'a que le centre, il n'a même pas de bordure. Et pourtant, sur Mac, c'est presque celui qui est le plus utilisé. Kété. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est un peu. Sweet 16, oui. Oui, il n'y a pas de bordure Sweet 16. Donc ça, en fait, on ne le voit même pas. C'est le plus utilisé. Non, mais c'est ce que l'on recherche. Si on veut jouer à des softs qui ne jouent pas dans la bordure, oui, on peut prendre Sweet 16. Si on a un truc précis, fiable et qui correspond à la réalité applicable, il vaut mieux utiliser ça. Et moi, j'avoue que je suis utilisateur plus de Sweet 16 pour l'intégration OS. Clairement. Voilà, c'est ça. L'autre, le KEGS, c'est que la gestion des images disques ou autres par le menu, c'est ingérable. C'est pas agréable à utiliser. C'est pas agréable, c'est non. Alors, tout à fait, je ne plaide pas, c'est pas agréable. Mais encore une fois, ça c'est l'héritage du code Unix. Donc c'était en ligne de commande. Donc on a essayé de faire un bricolage pour intégrer les deux. Moi j'ai un exemple tout ça. Et je réponds à une question de Olivier Orbelat, parce que c'est vraiment une question philosophique. Je veux dire. L'objectif qu'on a eu nous, c'est de faire un GS virtuel le plus fidèle possible. Donc on retrouvait tous les effets, toutes les possibilités, faire tourner un large possible spectre de logiciels, et de retrouver sa machine. Alors c'était pas parfait, bien évidemment, c'est l'objectif. Mais dans son code à lui, initialement, il marchait sur des machines à 20 MHz sous HPUX, et il ne pouvait pas émuler le pros. C'est-à-dire qu'il disait, je ne sais pas, une instruction, ça fait 2 cycles, je compte 2 cycles et je continue. Mais sur un 65 en fait, l'instruction qui fait 2 cycles, elle est découpée en 3 ou 4 éléments, et ces temps-là, ces timings sont super précis. Et dès qu'on monte en vitesse avec le GS, il y a certains timings qui restent fixes et d'autres qui augmentent un peu. Et ça, en fait, c'est pas émulé au niveau des émulateurs. Ça veut dire qu'on a tendance à estimer que tiens, finalement, si on multiplie par 2 la fréquence, toute la partie du cycle est divisée par 2, alors qu'en fait, c'est pas le cas. D'où ce genre de truc, en fait, où on est un tout petit peu décalé, et pour une question de puissance de machine à l'époque, on n'a pas émulé le processeur, on a émulé d'un point de vue logique, nombre de cycles égal. Alors sur les docs du 165 c'est quand même très précis, il y a tous les schémas à la nanoseconde près. Or, il n'y a pas d'émulation à la nanoseconde. Non, pas la voilà. Si on voulait émuler le pros, il faudrait passer à la nanoseconde. Il faudrait passer à la nanoseconde, et encore une fois, par contre, je suis entièrement d'accord, c'est que l'émulation. C'est une simulation. On fait plus de la simulation de ce que va faire le processeur. Le plus proche possible. Donc on descend, et en fait, au fur et à mesure des versions, 91, la suivante, même sur celle-ci, on a réduit les temps.
Donc l'horloge, pareil, l'horloge officielle c'est 2,8. En ROM, 2,5 en En ROM. ROM, mais 2,6 en ROM. on est passé en 2,6 et dans les versions qui tournent actuellement, on est passé à 2,5. Ouais. Parce que les machines sont tellement puissantes qu'il est plus facile pour nous de dire on ralentit virtuellement, qui permet de donner un rendu le plus précis possible. Tout le problème qu'on a, ce qu'on voit un peu ici, c'est que c'est vraiment la synchronisation qui pose problème. Parce que le code est là, mais quand même, encore une fois, il fait un très très bon travail. Il est juste, mais il n'est pas dans le bon timing. En fait. Il n'est pas dans le timing parfait. C'est exactement ça. Il est juste, mais il n'est pas parfait. Et c'est l'objectif, c'est parfait. Bernie ne cherche pas la perfection. Bernie cherche autre chose. Nous, on cherchait vraiment à être le code le plus près du code possible, parce que sur les versions qui est ici aussi, le tableau de bord intégré fonctionne. On peut y avoir accès. On peut changer. Si vous changez l'anglais en français, le clavier reconnaît en français. Chez mon copain américain, actuellement, il ne le fait pas. Donc, si vous tapez des caractères français, la première ligne, vous avez IN, et avant de trouver les dièses, vous allez pour un moment. Voilà, Bernie corrigeait correctement. Bernie avait fait. Donc, il n'avait pas autrement. Dans Bernie, vous avez simulé plusieurs claviers virtuels. Donc, après, suivant l'adressage, il prenait le bon. C'est une autre stratégie qui fonctionne aussi. C'est pas la même chose. Mais, encore une fois, dans Case, en tout cas, l'objectif qu'on avait défendu avec Olivier dans l'harmonisation, que j'ai défendu moi et qui était défendu après Olivier aussi, c'est d'avoir vraiment une machine le plus fidèle possible à l'original. Même si on montait à 8, on montait à 32 MHz, on pouvait avoir 2, 4, 8, 16 mégas de RAM, ce qu'on voulait, etc. Et la configuration de base, si on prenait l'application qui était tournée, c'était en émulation un GS virtuellement le plus proche possible de l'original. Il te reste 5 minutes pour conclure. C'est pas à parler, c'est à Olivier. Un dernier point là-dessus, c'est vrai qu'aussi l'émulateur est forcément biaisé par son auteur. Moi, mon objectif, c'était que les démos FTA tournent bien. Non, sans blague. Forcément, mon focus était plus à ce que la border ça fonctionne que GSOS. Alors pour finir, un dernier point intéressant sur l'émulation. Une question aussi. Une question de. J'ai vu passer Raspberry Pi. Est-ce que ça fonctionnera un jour? Et si oui, pourquoi pas un mini GS avec juste un joli petit boîtier? Ça existe un GS? C'est vrai? Ils l'ont imprimé en 3D. C'est Dragon d'ailleurs qui a une photo de ça. Oui, ça existe. Il est comme ça. Et un même écran TFT de 4 pouces. Waouh! L'émulateur tourne bien là-dessus? Oui, bien sûr. Ah bon? Il existe même une Alors pour finir, je vais vous parler de. Je vais vous parler de Karateka, qui a été fait sur iOS avec Jordan Mechner. Et donc c'est pour montrer un autre aspect de l'émulation qui est intéressant, c'est de montrer que l'émulation peut servir un petit peu à presque faire de la restauration archéologique, améliorer en fait les anciens programmes sans toucher au programme lui-même. La musique est horrible. La force. musique Merci à l'équipe pour le commentaire. donc ça c'est la version d'origine que vous avez pu tous voir, donc c'est l'Apple II émulé, donc rien de particulier, tu peux cliquer, voilà, en plus tant que ça boot. Donc ça, voilà, avance, ouais. Trop fort. Pas trop fort la musique. Ah bien. Voilà. Donc ça c'est le. On a tous pleuré sur ce genre de musique. Faut pas rejeter maintenant. Vas-y. Il y a la phase 2. Ah, tout autre, Voilà, donc tu cliques. Donc tu as les temps de chargement original qui sont émulés. La musique, tu connais rien, Nicolas. Ah non, mais la musique, on l'entendait tous les jours. C'est son papa qui l'a fait en plus. Et donc là, le jeu, il est à peu près entre 2 et 4 FPS. Donc en particulier quand il affiche les deux persos et le temps. Donc ça, c'est la version originale telle que vous avez sur Apple. Et donc sur la version améliorée. Donc ça c'est la version iOS que j'ai fait avec Jordan Mechner. Donc le code original n'a absolument pas été modifié. Donc la différence c'est les écrans sont détectés, donc ils passent automatiquement en noir et blanc. Vous n'avez plus les artefacts de couleur. Les temps de chargement ne servent à rien ont été accélérés. Le scroll aussi. Et l'émulateur tourne à 12 MHz et le framerate est capé à 10. Ce qui fait qu'en fait on a un framerate fluide. Donc là on a un framerate constant, quelle que soit
que ce soit en fait l'affichage. Pas un mode transport. C'est un mode transport qui marche bien. Ouais. Dans le menu début, on peut. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que le code original n'a pas du tout été modifié, c'est entièrement l'émulateur qui s'occupe d'ajuster le framerate. Il y en a un jeu qui est nettement plus agréable que ce qui était reçu. Voilà pour notre présentation. Sauf que là, il va perdre. Comment tu fais avec Apple qui ne veut pas d'émulateur? Tu le dis pas, comment tu fais? Alors, parce que là, c'est quand même le problème de cette plateforme-là, quoi. Pas d'émulateur sur iOS. Quoi. Alors, j'avais sorti le Best of FPA avec que des applis FPA, donc qui est resté sur le store à peu près un an, qui s'est fait jeter et qui n'arrive pas à faire venir. Sur Karateka, sur ce prétexte. Ouais, sur ce prétexte. Il n'y a pas d'émulateur. C'est pas l'émulateur qui puisse charger des choses tierces. Bah, si l'émulateur fermé comme ça, ils s'en foutent. Alors, qu'il puisse charger ou pas, théoriquement, dans le critère d'Apple, ça ne change rien. Que ça soit Et donc fermé. là, Et donc là, c'est Mechner qui a négocié avec Apple et qui a réussi à faire passer l'appli parce qu'il avait une certaine renommée. D'accord. Mais donc, il savait que c'était un émulateur derrière. Fermé. Ouais, il savait. En fait, c'est un émulateur monotâche. Il peut faire tourner que ça. Mais tellement ça ne passe pas non plus. Parce que leur idée, c'est qu'ils analysent quand même le code des applis pour voir ce qu'il y a dedans. Donc un émulateur, c'est un niveau de plus, ils n'y arriveraient pas. Quoi. Ils n'en veulent pas. Quoi. Des questions? On a été très bavard. Un triomphe.